Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle toujours Géraldine Selezian. Je n'ai pas changé de fonction non plus. Directrice marketing et communication chez Daveo. Bienvenue à ce 5e webinaire d'Avril Agile. On a lancé la machine, on ne s'arrête plus. Et sur ce créneau aujourd'hui, ça sera l'agilité, un virus plus fort que la Covid. Un sujet intriguant et d'actualité, vous allez voir, beaucoup plus sympathique que celui que l'on connaît actuellement. Vous pourrez échanger à ce sujet avec Fabrice et Armelle lors de la session questions-réponses qu'on vous proposera en fin de webinaire. Merci donc à Fabrice Bloch, qui est chef de projet statistique, et Armelle Keul, qui est développeur d'applications Java, tous les deux à l'INSEE. Ils seront accompagnés de Marc Mario, Head of Agile and Product. Je vais finir par m'enregistrer parce que ça fait, j'aurais dit plus d'une dizaine de fois son nom, son prénom et sa fonction sur le mois d'avril pendant notre événement. Alors, Avril Agile, c'est quoi ? Avril Agile, c'est une série d'événements qu'on a créés il y a 2 ans avec un objectif très simple et transmettre en fait notre passion pour l'agilité. On fait tous les jeudis du mois d'avril sur 2 créneaux, à 13h et à 17h. Et chez Daveo, nous sommes convaincus que l'agilité, c'est avant tout un état d'esprit et que rien ne sert de transformer les organisations si les équipes elles-mêmes ne sont pas sensibilisées en amont au mindset agile. Donc, je pense que ces infos notamment recouperont ce que vous diront Fabrice et Armelle. Et je vais vous présenter rapidement, désolée pour ceux qui étaient déjà là ce matin, mais vous avez vu que c'est très court. Donc Daveo, c'est un cabinet de conseil en management et technologie avec 4 offres qui représentent nos expertises. Donc on a l'agilité évidemment, l'offre produit et également dans le domaine IT, nos offres technologie et cloud. Et nous avons 320 collaborateurs sur 5 agences. Et nous concevons énormément en ce moment de webinaires avec toutes nos communautés. Et nous avons sorti il y a quelques mois un livre blanc sur l'agilité en remote. On est tous sensibilisés maintenant au sujet depuis 1 an. On vous le proposera en téléchargement durant le webinaire. Vous verrez un petit call to action s'afficher. Et donc, j'invite Armelle, Marc et Fabrice à nous rejoindre. Et le temps qu'ils montent sur scène, je vous mets ce petit slide questions-réponses pour vous dire, mais vous avez très certainement déjà vu le petit onglet questions à côté de chat. Donc, n'hésitez pas à poser tout ce qui vient à l'esprit et toutes les questions qui vous restent en tête depuis quelques semaines, quelques mois. Et vous pouvez également les liker. Et Marc se fera un plaisir de prendre ces questions en premier. Je vous souhaite un excellent webinaire à toutes et à tous. Hello, merci Géraldine, hello Armelle, hello Fabrice. Donc aujourd'hui, moi, je vais être en mode gentil organisateur assistant d'Armelle et de Fabrice sur ce magnifique webinaire sur la question qui nous titille, est-ce le ou la Covid et l'agilité est-il un ou une virus? Donc je serai monsieur le speakerine, si vous voulez bien, à reporter vos questions et à les transmettre à nos chers conférenciers. Je vous laisse la parole et je vais disparaître. Je reviendrai pour la partie questions-réponses avec grand plaisir. Armelle, Fabrice, c'est à vous. Merci Marc. Très bien, merci à tous. Alors juste avant de vraiment commencer, un petit point assez amusant, c'est que cette conférence, on y a réfléchi, on l'a conçue en 2019 en fait, c'est-à-dire bien avant le temps où le sujet des virus est devenu un peu plus d'actualité. Et pourquoi on l'a conçue? Parce que c'était en réponse à une tendance, effectivement, à une tendance à assimiler la notion d'agilité avec un certain nombre de choses plus pratiques, plus pragmatiques, telles que par exemple les frameworks. Voilà. Non, l'agilité ne se résume pas à Scrum. Non, l'agilité ne se résume pas à Safe, pour rentrer tout de suite dans le cœur du sujet, parce que ça voudrait dire qu'on aurait une vision mécaniste des entreprises. Et c'est-à-dire qu'une entreprise ne serait finalement qu'une usine à produire de la valeur. Mais ce n'est pas notre vision. Notre vision, c'est qu'une entreprise, c'est aussi un organisme vivant. Et un organisme vivant, ça a un ADN et que finalement, l'agilité doit contribuer à cet ADN. C'est la raison pour laquelle on va vous parler de virus. Donc effectivement, moi je m'appelle Fabrice Bloch. Alors je dis que je suis cultivateur en référence à mes racines très anciennes paysannes, mais globalement moi je suis un cultivateur d'idées. Alors c'est pas tout à fait ce que je fais à l'INSEE.
effectivement, mais je le fais beaucoup en dehors et notamment quand je viens parler ou organiser des conférences. Et du coup, moi, la co-speaker, Armelle, je suis donc Baby Scrum Master à l'INSEE puisque je débute dans cette fonction, mais j'ai eu droit à un super maître Jedi, si je puis dire, et co-orateur. Voilà. Et je viens du coup pirater un peu cette conf parce que Fabrice avait besoin de, comment dire, quelqu'un qui pense en dehors de la boîte, c'est ça Fabrice? Absolument. Alors, du coup, on va rester un petit peu sur cette métaphore virale. On va vous parler d'une feuille de soin. Alors, déjà, on va essayer de définir ensemble ce que c'est que l'agilité, en vrai. De quoi on parle, précisément. Et puis, on va voir si, effectivement, l'agilité, ça peut être vu comme un produit, comme un autre, comme le système d'exploitation d'un ordinateur, par exemple. Si nos entreprises sont des ordinateurs, est-ce qu'il suffit juste de changer de système d'exploitation? Est-ce que ça marche, pardon? Ou est-ce que ça s'apparente plus à un virus? Le titre de la présentation devrait vous en dire un petit peu plus sur notre façon de penser. Et puis, on terminera sur le fait de penser virale, bien entendu. Alors, du coup, c'est quoi l'agilité en vrai? L'agilité, c'est pas une méthode, c'est pas non plus un ensemble de méthodes, c'est certainement pas des frameworks, c'est une façon d'appréhender le monde. Et ça nous paraît extrêmement important. Quand on écoute les fondateurs du Manifeste Agile dont on a fêté cette année le 20e anniversaire, ils nous parlent surtout des dialogues, en définitive. En définitive, l'agilité, c'est juste une façon d'avoir ensemble des dialogues constructifs. Et cette notion de dialogue, elle est extrêmement intéressante. En effet, dans notre vie courante et notamment en entreprise, on rencontre deux grands types de problèmes. D'un côté, les problèmes évidents, obvious et compliqués, et de l'autre côté, les problèmes complexes et chaotiques. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un problème compliqué? Problème compliqué, par exemple, ça pourrait être de construire un Airbus. Construire un Airbus comme ça à froid, c'est pas forcément simple, mais si on vous donne le mode d'emploi, si on vous fournit un expert, et globalement, un consultant, globalement, vous allez être en capacité de montrer votre propre Airbus. Les problèmes complexes, pour le coup, c'est à partir du moment où il y a de l'humain dans tout ça. Faire un plan de table pour le repas de Noël, bon, je veux dire, en ces périodes de Covid, c'est pas trop le problème. Enfin, en règle générale, faire un plan de table pour un repas de Noël, c'est un problème complexe parce qu'il y a de l'humain derrière tout ça et qu'il faut gérer des relations et des relations entre les gens. Il faut bien garder en tête qu'il y a ces deux grands types de problématiques, des problématiques compliquées où globalement on est sur des problèmes mécaniques et des problèmes complexes où on est sur de l'humain. Et comme il y a deux grands types de problèmes, globalement il y a deux grands types de méthodes. Il y a d'un côté la méthode cartésienne qui est là pour résoudre les problèmes compliqués et c'est celle qu'on nous enseigne dans toute notre scolarité, dans toutes nos formations globalement. On nous apprend à résoudre des problèmes compliqués. On nous demande de découper un problème en sous-problèmes, d'adresser ces sous-problèmes en plus petits sous-problèmes jusqu'à arriver à des problèmes élémentaires, les résoudre, agréger, et du coup, on finit par résoudre le problème initial. Or, on sait qu'on ne peut pas découper un problème complexe. Si on découpe un problème complexe, on le rend encore plus complexe. Et du coup, c'est l'autre monsieur qui s'appelle Edgar Morin, qui est toujours vivant, qui fête cette année ses 100 ans, qui a rédigé dans les années 60 un livre fondamental sur la méthode pour gérer la complexité. Et la méthode pour gérer la complexité, l'agilité, c'est clairement une méthode pour résoudre ces problèmes complexes. On est dans cette logique humaine et disons-le très clairement, l'agilité n'est absolument pas efficace sur des problèmes compliqués. Si vous devez construire un appareil tel qu'un Airbus, les méthodes agiles ne vous serviront absolument à rien. Au contraire, elles seront contre-productives. À l'inverse, les méthodes analytiques sont complètement inopérantes sur des problèmes complexes. Et ça, il faut le garder en tête. Si vous employez ce que vous avez appris à l'école sur le fait de découper des problématiques pour traiter de problèmes complexes, vous allez arriver à quelque chose que par miracle.
Et globalement, c'était toute la problématique de ces méthodes dites cycle en V que les plus anciens d'entre moi, en tout cas, ont pu connaître. Donc du coup, l'agilité est un outil nécessaire à chacun d'entre nous. En effet, on ne peut pas connaître le monde a priori. Ça, c'est le gros credo de l'agilité, finalement. On ne peut pas connaître le monde a priori. On a besoin de le toucher. On a besoin de le toucher pour récupérer un feedback et faire des hypothèses. Et c'est à partir de cette logique, je touche, j'ai un feedback, ça me permet de faire des hypothèses et je reboucle. C'est ça, en fait, la boucle agile. Et c'est rien d'autre que ça, en définitive. Du coup, on voit bien que ces deux modes de pensée sont absolument nécessaires en entreprise. Alors, ça, au bout d'un moment, c'est quelque chose qui, au niveau des dirigeants d'entreprise, a fini par faire écho. Enfin voilà, il y a eu quelque chose qui s'est produit. On s'est dit, effectivement, on a besoin d'avoir de l'agilité dans nos entreprises. Et du coup, la première réaction de ces dirigeants d'entreprise, c'était de nous dire, voilà, l'agilité, c'est un produit. C'est un produit. Les produits, je sais faire. Du coup, je vais acheter un consultant. Et puis du coup, il va m'installer l'agilité dans mon entreprise et tout ira bien. Sauf qu'on s'aperçoit que l'agilité ne peut pas être un produit comme un autre. C'est pas possible. En effet, on ne peut pas quantifier l'agilité. L'agilité, ça touche à la culture de l'entreprise, ça touche à son ADN, et on ne peut pas l'acheter et l'installer comme si c'était un produit exactement comme les autres. Et pour autant, quand on surveille un petit peu ce qui se passe sur LinkedIn, sur des choses comme ça, on s'aperçoit qu'on fait un mixte entre justement ce qui pourrait être apparenté à des produits et le fait de parler de transformation agile. Alors, on a le rayon Scrum, on a le rayon Safe, on a du Kanban, on a du XP, de plus en plus rarement, et c'est bien dommage. On a le modèle Spotify, qu'on nous a beaucoup vanté à un moment. Et puis voilà, il suffirait finalement de faire son marché là-dedans, d'installer les produits qu'on a récupérés, et puis on deviendrait, par miracle, agile. Comme si on pouvait changer de mode de pensée, comme on change le système d'exploitation d'un ordinateur. C'est évidemment, bien entendu, impossible. Et on revient un petit peu à Molière. À Molière, en 1673, quand il a écrit Le Malade imaginaire, avec le personnage de Diafoirus, il avait une réponse très simple à tous les trucs. Hop, vous êtes malade, c'est la saignée. La saignée, je vous dis. Aujourd'hui, on a des Diafoirus modernes qui, à chaque fois qu'on a un problème, ils nous vendent un framework. Et ça, c'est pas possible. Et ça, je suis désolé, c'est pas possible. Parce que comme il y a différentes maladies, il y a différentes situations, il y a différents contextes. Et la saignée, ça ne peut pas marcher sur toutes les maladies. Il y a certaines fois où la saignée, ça tue le malade. Donc l'agilité n'est pas un produit sur étagère. L'agilité s'apparente beaucoup plus à un virus. Alors, petit ainsi pour ces périodes de Covid, tous les virus ne sont pas négatifs. Ça, il faut bien l'avoir en tête, même si c'est un petit peu difficile de le dire en cette période, mais 8% du génome humain provient de virus ancestraux. On a trouvé jusqu'à 36 traces de virus dans notre ADN. Globalement, on estime que ce qui a permis la création du genre mammifère, c'est un virus. C'est un virus qui a permis l'apparition du placenta, et donc le fait de pouvoir d'arrêter de pondre des œufs, concrètement, mais de porter les enfants en nous. Donc, globalement, il y a des virus qui sont tout à fait positifs. Par contre, la constante du virus, bien entendu, c'est que c'est un minuscule code génétique capable de faire muter l'organisme, l'ADN qui le reçoit. Et c'est ça qui nous importe. C'est ça qui nous importe aujourd'hui, c'est qu'il faut que le virus soit quelque chose de minuscule et qu'on arrive à faire muter l'ADN de l'organisme qui le reçoit. Or, l'agilité, ça peut être une idée absolument minuscule, que ça soit l'esprit moderne agile, où globalement l'agilité est résumée en 4 bouts de phrase, ou l'esprit Heart of Agile, qui a été lancé par Alistair Cockburn, qui est un des fondateurs du Manifeste Agile, qui résume l'agilité en simplement 4 verbes. Si on respecte ces 4 verbes, on est dans l'esprit agile.
Alors, c'est quoi une idée virale? Alors, du coup, fouillons un petit peu ce que dit la littérature. Alors, le premier livre, il s'appelle Contagious ou Contagion en français, et il dit, voilà, une idée virale, elle est très simple. Alors, il y a une marque de café, on va faire, je ne citerai pas la marque, mais on va faire quand même le parallèle avec ça. Alors, cette idée virale, elle me donne une valeur sociale, un petit plus pour briller en société. Eh bien oui, si je bois tel café, forcément, je suis dans une sphère tout à fait supérieure. Il y a une idée d'automatisme. Je pense café. Voyons voir. Quel café? Je vous offre un petit café. Bon, ça ne va pas être un café turc que vous allez m'offrir. Est-ce qu'il y a de l'émotion? Bien entendu, il y a une grande fierté. Mais quel est ce bel acteur? Je peux faire ça en public? Bien entendu, je peux faire ça en public. Et au contraire, je vais être fier de mes petites tasses logotypées que je vais balader dans tous les bureaux de mon entreprise. Est-ce que j'ai une valeur pratique? Bien entendu, non seulement je bois du café, mais en plus j'ai l'air super cool. Et en plus, il y a une narration qui va avec. Alors, quand on s'aperçoit, quand on regarde l'agilité, on est exactement dans la même logique. Ça me donne une monnaie sociale. Je suis agiliste, alors là, je suis dans le top du top de mon entreprise. Est-ce que je peux créer un automatisme? Bien entendu, je peux faire le lien innovateur, agiliste, aucun problème. Des émotions, la fierté, on en revient là. Je peux faire ça en public, bien entendu, c'est bien pour ça que j'utilise des post-it. Une application pratique, les post-it. Si je colle des post-it sur ma fenêtre et sur mes murs, c'est pas que pour la raison de travailler. Et la narration, il était une fois, il y a très longtemps, 17 personnes qui se sont réunies il y a 20 ans dans un chalet pour faire du ski et rédiger le manifeste agile. Si vous n'avez pas encore entendu cette belle histoire, je vous y invite, elle est extrêmement intéressante. Alors, deuxième définition, elle est donnée par les frères Heath, et on retrouve un petit peu des éléments en commun, l'histoire, l'émotion, la crédibilité, le concret, la simplicité, et ils ont rajouté cette notion d'inattendu. Et on le verra tout à l'heure, pour moi, c'est un des vrais problèmes de l'agilité aujourd'hui, c'est qu'elle a 20 ans. Et donc, du coup, elle devient de moins en moins inattendue. Et si on écoute un des papes de l'innovation qui s'appelle Seth Godin, on retrouve là aussi cette notion d'imitable, le fait que je puisse le faire en public, d'interactif, ce que je suis en train de faire avec vous, d'immédiateté. Effectivement, demain, vous pouvez faire de l'agilité si vous voulez, il suffit d'acheter des post-it. Mais il a rajouté des éléments que je trouve extrêmement intéressants, le côté inédit. Donc là, comme je vous ai dit, j'ai une petite inquiétude à ce niveau-là. Et ce côté militant et subversif. Et forcément, en tant qu'agiliste, je pense qu'on se sent un peu militant et on se sent un petit peu subversif, notamment dans certaines entreprises ou des administrations telles que le ministère des Finances, croyez-moi. Donc, l'agilité a un potentiel viral naturel extrêmement puissant, tant qu'elle reste inédite. Eh bien, c'est ça le problème, c'est que du coup, l'agilité, elle a 20 ans. Qu'est-ce qu'elle a de nouveau à nous offrir? Et c'est un point sur lequel je reviendrai tout à l'heure. Ce qu'il faut pour démarrer l'agilité, il faut un patient zéro dans un terrain propice. Il faut faire un essai. Il faut faire une expérimentation. Il faut montrer que ça marche sur un premier coup. Alors, c'est quoi un terrain propice? C'est un top management qui soutient et qui protège. C'est un moment où c'est un endroit, c'est un lieu, c'est une période où on valorise l'expérimentation. On l'autorise, mais en plus, on la valorise. C'est un moment où on peut s'inviter à changer, et puis c'est surtout au bon moment. Alors, le top management qui soutient et qui protège, les mots ne sont pas choisis par hasard. Je crois fermement que le rôle du management se limite à ça, soutenir et protéger ce qui va se passer. Il y a un livre fondamental que je vous recommande si vous ne l'avez pas encore lu. Il n'a jamais été traduit en français à ma connaissance, mais il est extrêmement intéressant. C'est le Host Leadership, qui aide justement à discuter avec une équipe de direction pour expliquer quel est leur rôle, quelle doit être leur nouvelle posture managériale. Que justement, il faut plutôt se positionner en tant que hôte d'une cérémonie, d'un repas, de ce que vous voulez, en tant qu'hôte. Et en tant qu'hôte, on accueille les gens, mais on ne peut pas tout gérer. Voilà, être hôte, ça a plein de fonctions.
mais ce n'est pas celui qui fait du command and control. Une valorisation de l'expérimentation, si on n'a pas le droit d'expérimenter, on va pas, enfin, s'il y a un risque à expérimenter, les gens ne vont pas expérimenter. S'il n'y a pas d'expérimentation, il n'y a pas d'agilité possible. Donc, non seulement il faut autoriser l'expérimentation, mais il faut même la valoriser. C'est-à-dire que même les erreurs doivent être félicitées. S'inviter à changer. Qui doit être au cœur de cette transformation agile et comment on décide? Par le haut, ça ne marche pas. On a plein de preuves pour le montrer. Par le bas uniquement, ça ne marche pas non plus. Ben, le plus simple, c'est de s'inviter à quelques-uns et on se dit, on y va. Il y a un livre extrêmement important aussi là-dessus, qui a été écrit notamment par Daniel Mesic, qui est un des grands penseurs de l'agilité aujourd'hui, sur le fait du leadership par invitation. Et puis au bon moment. Alors là, c'est Kotter, qui est aussi quelqu'un qui a beaucoup écrit sur cette notion d'innovation, qui dit il faut savoir choper le bon moment et il faut créer un sens, un moment voilà, il y a une urgence, un sentiment d'urgence. Le sentiment d'urgence, il n'est pas forcément négatif, c'est simplement que c'est le bon moment. Il ne faut pas laisser passer ce moment-là. Et du coup, il faut un patient zéro. Et le patient zéro, comme le montre notre schéma, on dit très clairement, enfin notre photo, pardon, on dit très clairement que ce patient zéro, il doit être bidonné. Alors un patient zéro, ça peut être une équipe, ça peut être un projet, ça peut être un truc, ce que vous voulez. Mais en tout cas, c'est ce patient zéro, si vous croyez, si vous êtes militant dans cette idée, votre patient zéro, forcément, il faut qu'il marche. Et s'il faut qu'il marche, vous n'avez pas intérêt d'être dans les conditions du réel, mais vous avez plutôt intérêt à bidonner le truc de telle façon à lui donner toutes ses chances de réussir. Donc après, la question va être du coup celle de la propagation, puisqu'une fois que vous avez votre patient zéro, c'est bien, mais il paraît qu'une équipe bidonnée, ça ne fait pas toute une entreprise. Désolé Fabrice. D'où la question du comment croître. On va s'intéresser pour cela, à la courbe d'adoption d'un produit que nous allons ici adapter à notre idée, puisque l'agilité est une idée. Cette courbe a été proposée du coup par Jeffrey Moore en 91. On va du coup se poser la question de comment croître à travers 7 axiomes. Premier axiome déjà, une nouvelle idée va suivre cette courbe d'adoption plus ou moins rapidement. C'est-à-dire que vous allez d'abord croître lentement, puis de plus en plus rapidement, jusqu'à enfin, est-ce que l'idée se tasse un peu. Après 20 ans, on peut peut-être se poser la question justement de où en est l'agilité globalement dans la communauté, et vous posez-vous la question peut-être de où en est l'agilité dans votre entreprise si vous êtes déjà adepte du process. Donc, ce fameux premier axiome. Deuxième axiome, vous allez passer par différentes populations. Et ça va du coup des innovateurs jusqu'aux les retardataires, ceux qui se disent « Ah, ça fait 20 ans qu'il y a des entreprises qui font ça, faudrait peut-être que je m'y mette ». Bon, vous allez du coup passer déjà par des populations qui sont très différentes et vous allez voir du coup au fur et à mesure. Donc ce deuxième axiome. Troisième axiome, et qui est en fait l'un des axiomes clés en fait de ces 3 premiers axiomes, c'est que chaque population a des attentes différentes. Et donc, votre stratégie doit être différente à chaque étape. En tout cas, il y avait plusieurs couleurs pour chaque population. Eh bien, il y a différentes stratégies à adopter. La première population, ce sont les innovateurs. Ils ne sont pas très nombreux, mais ils sont très enthousiastes et peu importe ce que vous leur présenterez, ils verront l'intérêt. Ils aiment les idées, les concepts tels qu'ils sont, tels qu'ils viennent. Et après, ils ont aussi un peu ce côté un peu geek, à vouloir démonter les choses, voir comment ça marche derrière. Et peu importe si votre projet est fini ou pas, ils veulent le tester.
Du coup, là, la stratégie, ce sera très clairement, n'hésitez pas à jouer la transparence, à constituer une communauté autogérée, à utiliser du coup des outils collaboratifs pour partager et intégrer le process au maximum. La deuxième population, là pour le coup, ce n'est pas du tout la même chose. C'est des gens qui vont chercher un avantage, que ce soit un avantage pécunier ou même en termes de gain de temps ou un avantage innovant. Ça peut prendre une multitude de formes. Eux, pour le coup, ce sont plutôt des décisionnaires, des gens qui voient à long terme, qui sont du coup portés sur un why plutôt métier. Et votre proposition ne doit plus répondre à bah oui, mais c'est super. Mais plutôt à mais vous en avez besoin. Regardez là, il vous manque quelque chose. Eux, du coup, ils cherchent plutôt la disruption plutôt que l'amélioration en tant que telle. Ils aiment le risque, mais surtout ce qu'ils aiment, c'est être les premiers. Et il faut plutôt que ça marche à peu près, parce qu'une idée un peu bancale, ça leur plaît pas trop. D'où la stratégie, c'est de leur montrer donc l'avantage stratégique, par définition, et leur proposer du coup ce fameux patient zéro, cette fameuse équipe pilote qui fonctionne bien. Et oui, c'est sûr, ça peut aller super loin, ne vous inquiétez pas. Et donc, troisième population, c'est la majorité, la première majorité, qui, elle, veut une sécurité. Ils veulent sécuriser leur production, ils veulent l'amélioration de l'existant et non une disruption. Ils ne veulent pas être perturbés dans leur process. Ils aiment bien ce qui est quantifiable, mesurable. Les 2 kilos d'agilité, ça leur irait bien d'ailleurs. Hein. Mais voilà, c'est plus compliqué. Et ils veulent un truc qui soit industriel, de qualité, quelque chose de simple. Et donc, ce sera une stratégie de... il faut rassurer les gens. Il faut avoir un support. Il faut pallier immédiatement si jamais il y a quelque chose qui ne va pas. Et il faut vraiment calmer cette population qui pourrait avoir peur. Mais... du coup, on a un peu parlé de la forme de la courbe, des différentes zones, des stratégies à adopter, mais ça ne nous dit pas grand-chose sur le fait de traverser ces gouffres, comme le dit le titre, l'image, la légende de cette photo. Axiome 4, franchir le petit gouffre consiste à passer de la logique du comment, donc des innovateurs qui voulaient savoir comment ça fonctionne, à la logique du pourquoi. Mais pourquoi est-ce que je prendrais de l'agilité? Pourquoi est-ce que tout à coup je dirais oui à cela? Et il y a aussi le grand gouffre, qui là pour le coup, c'est il faut que vous y alliez de manière militaire. Et on va développer ça tout de suite. Parce que vous allez rentrer donc dans la majorité. Et rentrer dans la majorité du marché, c'est un acte d'agression, comme dirait Jeff Lemire. Et personne ne veut de vous, vous êtes un envahisseur. On va reprendre donc la métaphore militaire, notamment grâce au débarquement. Le principe, c'est que il faut que vous planifiez votre bataille. Comment est-ce que vous allez croître à l'intérieur de cet environnement hostile qui ne veut pas de vous? Il faut tout d'abord sélectionner une tête de pont, donc un secteur de niche, et retirer les anciennes méthodes. Peu importe. Comme dirait une série très célèbre, du passé faisons table en marbre. Et ensuite, une fois que vous avez fait ça, vous avancez, vous sécurisez le périmètre et vous ne reculez jamais. Peu importe ce qui se passe, vous ne reculez pas. Vous améliorez au fur et à mesure si c'est nécessaire, mais vous ne reculez pas. Et segment après segment, vous gagnez petit à petit jusqu'à couvrir tout le domaine. C'est comme ça que vous franchirez ce grand gouffre qui fait peur. Donc voilà notre plan de bataille, je vous ai détaillé. Et
Parce que la clé ici, c'est non pas d'essayer d'aller le but, c'est d'aller le plus vite possible, mais en même temps, il ne faut pas se dire, bah vas-y, jour au lendemain, en claquant les doigts, je vais passer toute l'INSEE à l'agilité. Ça ne fonctionne pas. Il faut passer par ce patient zéro, il faut passer par ce marché de niche, parce que sinon, ce sera comme essayer d'allumer un feu sans utiliser de petits bois. Si vous mettez directement la bûche et un briquet, ça ne fonctionnera pas. Les gens de Koh-Lanta le savent. Donc, axiome 6, justement sur cette question de prise de la tête de pont, c'est qu'il faut y aller rapidement, par surprise si possible, avec une année constituée et bien formée. Cette prise de pont, vous allez la prendre au moment où vous avez déjà les 2 premières populations qui vous seront acquises. Donc, il faudra que votre projet soit quasi fini. Il y aura plus que donc, quelque chose de très solide, en fait, finalement. Cependant, comme lors du débarquement, tout ne va pas se passer sans heurts, et vous allez du coup être attaqué par des défenses naturelles de l'organisme. En effet, puisque l'entreprise est un organisme vivant, il a lui-même ses anticorps et ses détracteurs, et donc forcément différents types d'anticorps vous allez avoir. Donc on l'a déjà tenté, ça n'a pas marché, mais on fait pas déjà ça? Le fameux « c'est beaucoup trop risqué » qu'il faudra bien sûr sécuriser et rassurer, ou non mais vous n'avez rien compris. Notre problématique, au vu de notre problématique, ça ne s'applique pas ici, voyons. Alors qu'il faut considérer l'agilité comme un organisme vivant, comme un virus qui est prêt à muter et à s'adapter à votre problématique. Axiome 7, et dernier axiome, vous allez être traité comme des éléments étrangers à expulser et vous serez attaqué par les anticorps. Et c'est une réaction normale. Et j'irais même jusqu'à dire que c'est une réaction qui est signe de bonne santé de votre corps. Parce que si vous n'êtes pas attaqué, ça veut dire que l'organisme est mort. C'est un peu gênant. D'où la question finale, qui de vous ou des anticorps gagnera? D'où la clé d'ailleurs qui sera l'enjeu de la vitesse de dispersion. Fabrice. Absolument, merci beaucoup. Du coup, effectivement, voilà, la clé de notre pensée, c'est que effectivement, la bataille de l'agilité, la bataille de la diffusion de l'agilité dans nos entreprises, elle passe par un certain nombre d'étapes, de terrains, comme vient de l'indiquer Armelle. Elle doit lutter contre les anticorps et elle passe par des profils différents de personnes à convaincre. Et effectivement, il faut les convaincre, comme l'a expliqué Armelle, avec des clés qui sont tout à fait différentes. Et quand vous allez arriver dans la majorité, il va vouloir des choses qui marchent. Et sauf que effectivement, c'est compliqué parce que les choses qui marchent et agilité, ça ne fait pas forcément bon ménage, vous le savez. Et c'est bien tout le sujet. Donc du coup, la question, effectivement, c'est à quelle vitesse il faut diffuser, l'agilité. Alors, nous, on est vraiment persuadés qu'il faut toujours regarder des films de Louis de Funès, déjà. Et puis, qu'une idée comme l'agilité, c'est un peu comme une bicyclette, hein, c'est-à-dire quand elle cesse d'avancer, eh bien, elle tombe, hein. Voilà. Et c'est au cœur de notre pensée là-dessus, hein, c'est-à-dire que c'est vrai des virus, mais c'est vrai aussi de l'agilité. Alors, il faut diffuser l'agilité au sein de nos entreprises. Trop rapidement, l'écosystème peut en mourir. Ça me paraît sincèrement très théorique. J'y crois pas énormément. Par contre, effectivement, si on diffuse l'agilité trop lentement au sein des entreprises, eh bien, du coup, les anticorps, là, tout ce qui entourait le chat qu'a montré Armelle, tous ces anticorps, ils vont finir par se remettre de leurs émotions et lutter contre vous qui venez apporter ce virus de l'agilité, qui est donc vécu comme un corps étranger.
Donc, voilà, trop lentement, les anticorps vont réagir et vont tuer la démarche de l'agilité. Aujourd'hui, on constate effectivement dans le monde des entreprises en France notamment, que l'agilité recule. Il y a un certain nombre de choses qui apparaissent, qu'effectivement, au bout de 20 ans, on s'aperçoit que l'agilité, le nombre d'agilistes n'est pas forcément en expansion, mais au contraire, alors notamment ces derniers temps, du fait de l'épidémie en cours, de la pandémie en cours, les entreprises se sont, peur, par peur, globalement, ils se sont réfugiés derrière ce qu'ils savaient le mieux faire, c'est-à-dire une méthode qui n'était pas agile, parce que du coup, ça leur donnait l'illusion, et je dis bien l'illusion, d'avoir un plus grand contrôle. Voilà, donc ça, c'est un vrai souci et ça doit nous amener, nous agilistes, à réfléchir à ce qui est en train de se passer. Parce que si l'agilité n'est plus en expansion, c'est quand même un truc important. Alors, si vous voulez continuer au sein d'une organisation, au sein d'une entreprise à favoriser l'agilité, vous devez compter sur 3 types de profils. Le premier type de profil sont les connecteurs. Les connecteurs, ils sont faciles à reconnaître, ils connaissent tout le monde. Donc, une entreprise, ce n'est pas qu'une hiérarchie, ce n'est pas qu'un organigramme, c'est aussi des réseaux. Et les réseaux sont probablement aussi importants que la pyramide hiérarchique. Et les connecteurs, ils ont la capacité d'être dans plusieurs réseaux et de pouvoir faire de l'interconnexion entre les réseaux. Donc, ils sont extrêmement précieux pour la diffusion des idées. Le deuxième profil, ce sont les vendeurs. Les vendeurs, comme leur nom l'indique, ils sont capables de convaincre des gens. Ils sont capables de trouver la façon de présenter l'idée de telle façon à ce qu'elle soit acceptable par n'importe quel profil. Ce sont là aussi des personnes extrêmement précieuses. Et puis le troisième truc, la troisième catégorie de personnes extrêmement précieuses dans votre organisation, ce sont ce que l'auteur Malcolm Gladwell appelle des mavens. Les mavens, c'est simplement des experts sur un domaine bien particulier et qui sont une sorte de référence. Par exemple, dans les choses qui nous intéressent, on a le spécialiste, par exemple, de telle technologie ou du BDD, enfin voilà. Et celui-là, si vous arrivez à le convaincre, si vous l'avez dans votre poche, forcément, il donnera un coup de boost à la démarche que vous employez, à condition évidemment que ça touche son secteur de compétences. On croit aussi que la résilience d'un virus dépend de sa capacité à muter. Là, malheureusement, l'actualité nous le montre tous les jours. La force du Covid-19, malheureusement, c'est sa capacité à avoir des variants et donc de s'adapter à son contexte. Et si le virus dont nous parlons n'était pas capable de muter, l'épidémie serait malheureusement déjà terminée. Et ce n'est pas le cas, c'est ça malheureusement. Et ce n'est pas le cas parce que le virus mute. Et l'agilité doit être bien entendu en capacité à muter. C'est-à-dire que l'agilité que vous aurez envie d'installer au départ n'est pas celle que vous aurez envie d'installer 1 an après, 2 ans après, 3 ans après. Elle va muter en s'adaptant à son contexte. Et ça, c'est extrêmement important. Et c'est la raison pour laquelle on est assez méfiant vis-à-vis des frameworks, comme on disait au début, parce qu'un virus qui ne mute pas, une stratégie, une idée qui n'est pas capable de s'adapter à son contexte, elle meurt. Elle meurt, tout simplement. Or, les frameworks, ce sont des choses assez fixes et donc non dépendants du contexte. Alors, pour conclure, ne sous-estimez surtout pas les anticorps. Vous allez être encore une fois vécu comme une agression. Donc, si on doit résumer notre viralité agile, tout d'abord, il faut viser l'homéostasie. Il faut craindre, l'homéostasie. Votre organisation, votre entreprise, c'est un organisme vivant. On le pense sincèrement, et c'est vous le virus. Et c'est vous le virus, c'est vous l'élément étranger avec votre idée d'agilité qui n'est pas encore dans l'ADN de l'entreprise. Donc tous les mécanismes de défense vont être contre vous. Comme l'a dit fort justement Armel, c'est plutôt bon signe. Ça veut dire qu'il y a de la grande vitalité dans votre organisation.
Donc, du coup, il faut créer un terrain favorable et il faut les affaiblir. Ensuite, il faut viser la progression. Donc, la diffusion virale passe par 3 stades, c'est ce qu'a exprimé Armel. Et il faut pour ça un patient zéro qu'il faut truquer, on l'a dit aussi tout à l'heure. Et après, il faut accélérer. Donc, il faut miser sur les connecteurs, les mavens, les vendeurs. Et il faut surtout s'adapter à son contexte. Et donc, dépasser les frameworks. Ça, c'est, à mon avis, le plus important. Donc, le message « Keep calm and be the virus ». Et maintenant, il nous reste à vous remercier d'avoir été ici et à répondre à vos questions. Eh bien, écoutez, merci beaucoup. Ça fait du bien d'entendre son propre discours dans la bouche d'autres personnes. Du coup, il n'y a strictement rien à chercher de mon côté en termes de provoque. Je suis 100% aligné avec vous, donc c'est pas drôle. C'est pas drôle. J'aime bien le fight, en fait. Donc, on va passer à la session de questions-réponses. On n'a pas nécessairement beaucoup de temps, mais c'est pas grave. En tout cas, ce que vous nous avez raconté était très intéressant. Donc, je le rappelle, pour les questions, vous avez l'onglet questions. Il y en a déjà quelques-unes. Alors, moi, j'en ai posé au fur et à mesure. Il y a Ronan également, notre poseur de questions officielles de la journée. Et je vais enchaîner directement dessus avec la question de Ronan. Du coup, ça veut dire que l'agilité ne s'impose pas au sein d'une entreprise, elle provient d'une volonté de changement partagée entre la direction et les opérationnels? Oui. Donc oui. Enfin, que l'agilité ne s'impose pas, il n'y a aucune idée qui s'impose d'elle-même, hein, ça c'est sûr. Et dans tous les cas, il faudra des personnes déjà qui sont convaincues et que vous allez devoir convaincre. Ça, c'est... Il faudra vous appuyer justement sur ces vendeurs et dont a parlé Fabrice, parce que c'est eux en fait qui vont d'abord distiller l'agilité d'un point à notamment cette fameuse majorité. Parce que la proposer, en fait, ceux qui seront plus opérationnels et la direction, ce seront du coup les deux premières populations qu'on a identifiées. Après, là, du coup, ça va. La question va être de comment est-ce que vous allez la distiller et comment vous allez petit à petit la propager. Et ce ne sera pas une imposition, en tout cas. Ok, en complément, alors moi je partage forcément le côté essayer de faire la transformation avec une prise dans sandwich. Vous avez quelques éléments un petit peu sur alors, le management intermédiaire. J'ai bien entendu ce que tu as pu dire, Fabrice, mais finalement, quand on se lance dans une transformation dite agile, à un moment, c'est l'étape qui coince, c'est-à-dire le management intermédiaire. Oui, c'est vrai. Alors, c'est l'étape qui coince parce qu'ils ont l'impression de perdre quelque chose, en fait. Ce quelque chose, en règle générale, c'est un pouvoir, c'est un statut, c'est quelque chose dans ce style-là. Et puis, globalement, avec nos idées d'agilité, ils ne voient pas ce qu'ils vont faire demain et ils ne voient pas ce qu'ils vont devenir. Donc, du coup, je pense qu'il y a la nécessité de donner du sens, finalement, à ce qu'on veut faire. Et puis, il faut probablement, encore une fois, on croit beaucoup au dialogue. Il y a des trucs qui sont extrêmement intéressants sur l'open space agility, donc l'agilité par forum ouvert, et le fait que, effectivement, la façon de diffuser les idées agiles, c'est d'en parler et d'échanger entre nous au sein des organisations sur qu'est-ce qu'on veut en faire. Qu'est-ce qu'on veut en faire? Pourquoi on veut faire de l'agilité? Il n'y a aucune raison de faire de l'agilité pour faire de l'agilité. Ça n'a aucun sens. Il n'y a aucun sens une entreprise, une administration, tout ce que vous voulez, ne va pas dire j'ai envie de faire de l'agilité. Ça serait ridicule. Qu'est-ce qu'on veut gagner à faire de l'agilité? Quelle est l'intention? Et une fois qu'on a cette intention, du coup, ça vaut le coup d'en discuter, et ça vaut le coup notamment d'en discuter avec ces managers intermédiaires qui ont peur. J'irai même plus loin, c'est poser une vision de l'entreprise vers laquelle on veut aboutir grâce à l'agilité.
Ouais, enfin, moi, en complément, parce que tu as donné un certain nombre de raisons, Fabrice, qui fait que c'est compliqué pour ce management intermédiaire. Pour moi, ce que j'ai pu rencontrer, la raison principale, c'est finalement le fait qu'on change les règles du jeu de leur carrière en interne. On les force de manière extérieure à se mettre en danger alors qu'ils avaient peut-être vu leur trajectoire parce qu'ils connaissaient les règles du jeu, donc ils pensaient reproduire ces mêmes règles du jeu. Tu as tout à fait raison. Et c'est la raison pour laquelle il faut embarquer la DRH dans les premiers. Et ça, il faut être très très clair là-dessus. Hein. C'est-à-dire que si la DRH, très exactement pour les raisons que tu viens de donner, n'est pas embarquée dans la démarche de transformation agile, n'est pas dans les promoteurs de la démarche de transformation agile, et ben, globalement, ça va éclater ce que tu dis. C'est-à-dire que globalement, qu'est-ce qu'on va devenir ? Qu'est-ce qu'on va devenir ? Il y a aussi un autre sujet qui est lié, c'est le fait que tu peux pas faire Enfin, si à un moment, tu as envie de bien gagner ta vie en tant que professionnel, tu peux pas rester toute ta vie comme étant un expert. Alors, je vais prendre l'exemple d'un développeur. Le développeur, à un moment, alors c'est peut-être le mauvais exemple, mais va atteindre un palier de rémunération parce que il n'est pas manager. En gros, il y a la voie royale qui est la voie du management à l'ancienne. Et je suis tout à fait d'accord avec toi sur le sujet. Si la DRH n'est pas impliquée dans ces sujets-là, on va en fait se retrouver avec des managers à recaser, pour le dire clairement. Oui. Et globalement, la bonne question à poser au patron, c'est est-ce qu'il vaut mieux un excellent expert ou un mauvais manager ? Un mauvais manager, bien évidemment. Aujourd'hui, oui. Du coup, une question très personnelle, parce que j'ai fait un passage par la fonction publique d'État. Le statut de fonctionnaire et l'agilité, c'est compatible ? Oui. Et non. Alors, ta question... Oui, puisque on est la preuve qu'il existe des équipes agiles au sein de la fonction publique. Après, non, parce que la fonction publique, c'est compliqué. Bon, c'est la fameuse homéostasie dont on avait peur. Là, c'est plus compliqué de lutter contre. Ta question est assez précise en parlant du statut à la fonction publique. Effectivement, nous, Armelle et moi sommes fonctionnaires d'État du ministère des Finances, et pour autant, tu vois, ça ne nous empêche pas de venir dans des conférences pour expliquer l'agilité, et le discours qu'on tient auprès de vous, on le tient bien entendu auprès de nos chefs, y compris des directeurs, des sous-directeurs, des gens comme ça. Enfin, de ce point de vue-là, oui. Après, faire de l'administration une entreprise libérée, agile et tout ce que tu veux, je suis pas sûr de le voir avant de partir à la retraite. Ouais. Mais voilà, là, on est plutôt sur la complexité de la vitesse de propagation du virus dans toute la fonction publique. Là, on n'est pas encore sûr. Mais ok. Il y a des graines. Je vais répondre à une question de Xavier sur le chat. Je ne pense pas à une expérience en tant que consultant qu'on aurait pu vivre ensemble, mais je parle vraiment de mon expérience de fonctionnaire galonné, certifié, validé, avec radio des poumons à la clé, pour avoir mon statut au démarrage. Et c'est un autre débat, mais dont on pourra parler dans un autre cadre. Ok, donc on va continuer sur les questions. Moi, il y en a deux qui m'étaient venues en vous écoutant. Vous êtes pour ou contre les métriques de niveau d'agilité des équipes, des entreprises, qui mesurent la progression de la transformation agile dans toutes les strates de l'organisation ? Vous avez des conseils peut-être à donner ? En plus, à l'INSEE, la métrique, ça doit vous connaître quand même. Mesurer pour comprendre. C'est le slogan de l'INSEE, c'est mesurer pour comprendre. Ouais. Après, moi, je veux bien, mais du coup, ça ramène à la question, qu'est-ce que c'est être agile et comment je sais que je le suis ? Du coup, ça ramène l'agilité à un framework, finalement. Donc, c'est dangereux de vouloir absolument dire je suis agile à 7%. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Alors,
comment les entreprises font en règle générale, c'est qu'elles comptent le nombre de gens qui ont eu une formation de découverte de Scrum. Voilà. Ouais, Niveau 1 d'agilité. après, tu as d'autres états. Alors, il y a Après, il y a. Enfin, Fabrice, je sais pas si tu y penses, mais par exemple, il y a le Chouari, aussi, auquel on peut. C'est pas une métrique. C'est pas de la métrique. Bah, oui, ça fait de la métrique, mais ça peut donner aussi un certain niveau d'agilité. Alors, je pense à des Ou de maîtrise, peut-être. Ouais, je pense à des exercices que je suis parfois dans l'obligation de faire. Typiquement, me servir de la Scrum Checklist pour mesurer le niveau de Scrum des équipes. Moi, ce que j'utilise systématiquement, et c'est une question très personnelle, c'est de dire, la valeur absolue ne sert à rien. Ce qui est important, c'est en fait l'échange qu'il va y avoir pour générer cette valeur et de regarder la progression à moyen long terme, plus que la valeur absolue. Alors, chose tout à fait importante à mon avis, tu peux très bien faire du Scrum sans être mais pas une seconde agile. Oui, c'est vrai. Et ça, je pense qu'il faut le rappeler que c'est absolument pas un critère. Alors safe c'est pire, hein, mais on peut faire du safe en étant agile, avec toutes les définitions, le fait d'avoir ces discussions constructives, le fait d'avoir l'utilisateur au centre, très bien. On peut faire du Scrum en étant agile, mais je connais beaucoup d'endroits où on utilise Scrum, mais qu'est-ce qu'il y a d'agile là-dedans? Ouais, mais inversement d'ailleurs. Inversement, bien sûr. Tu peux faire de l'agilité sans faire de Scrum et tu t'en sors aussi bien. Absolument. Ok. Pour moi, c'est clair. Et puis, une petite dernière pour la route, allez. Du coup, spécial dédicace à Armel. Contre les transformations stratégiques d'agilisation en 2 ans pour aller plus vite et gagner en productivité. Je t'en prie, Fabrice. Alors, on n'a pas parlé de temps. On n'a pas parlé de temps dans ce qu'on a dit. Alors là, on n'a pas dit il faut que ça soit à la bonne vitesse. Après, la taille ne fait pas tout, la vitesse ne fait pas tout, et globalement, il faut que ça soit adapté au contexte là aussi. Peut-être que le problème, c'est que quand tu dis agilisation en 2 ans, tu retombes toujours dans je suis sans contexte, sans rien du tout, et donc framework. Alors, bon. Mais après, il faut pas. Enfin, c'est le problème qu'on a soulevé, c'est qu'il faut aller suffisamment rapidement, pas trop rapidement non plus. Sinon, là, c'est le fameux on a déjà essayé, mais ça n'a pas fonctionné. Et il ne faut pas être trop lent non plus, parce que sinon, les fameux anticorps qui vous rattrapent. Alors, je rajouterai un point, c'est que agilisation, c'est du flanc. Enfin, je veux dire, c'est du flanc total, parce que globalement, agilisation, c'est pas la cible, c'est juste le processus pour arriver quelque part. Donc du coup, la question, c'est pour arriver à quoi? Et c'est ça la bonne question en fait à poser aux équipes de direction. Alors, je suis pénible hein, parce que du coup maintenant je commence à être un tout petit peu visible sur les réseaux sociaux et du coup on me propose de venir dans des endroits. On me dit comment on fait pour être agile? J'ai dit mais c'est quoi être agile? Et pourquoi? Et vous voulez arriver à quel résultat? Et alors là, dans l'administration, parce que du coup je fais un peu le tour des autres ministères. Là c'est un bonheur. C'est un bonheur bien entendu. Ok, mais et du coup, pour arriver à ce bonheur, 2 ans, peut-être que ça va suffire. Hein. Non, mais ok. Peut-être moins, peut-être plus. Ça dépend vraiment du contexte, de ce à quoi vous voulez tendre, d'où vous partez aussi, et à quel point les anticorps sont virulents. Donc. Et donc, du coup, en conclusion, c'est finalement l'agilité n'est pas une fin en soi, c'est un moyen, donc il doit y avoir une raison d'être derrière de ces fameuses transformations, mutations, on appelle ça comme on veut, et les frameworks, s'ils ne sont pas adaptés ou en tout cas
compris et appliqué dans le contexte de l'organisation. Compris et assimilé aussi. Assimilé. Typiquement, Safe, ce que je lui reproche, mais c'est un débat une discussion qu'on pourra avoir en long, en large et en travers. Safe, ce que je lui reproche, c'est que ça dit au client qui va mettre en œuvre Safe, tu poses ton cerveau à l'entrée, t'appliques et tu seras agile. Et pourtant, je suis Safe SPC et c'est génial Safe et tout va bien. Il y a des très bonnes choses dans Safe, mais si c'est appliqué codement, ça sert à rien en fait. Ce sera le mot de la fin et ça marche aussi avec Scrum. Géraldine, je te laisse nous présenter les sujets de la semaine prochaine si tu veux bien. Yeah! Un grand merci. Oui, bien sûr que je veux bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup Fabrice, merci Armelle, merci beaucoup Marc. Donc effectivement, là on a parlé virus, agilité. La semaine prochaine, on va parler équipe, donc entraîner une équipe performante. Et la deuxième session, ça sera construire la performance d'équipe. Là, Eléa vous met un petit call to action pour ceux qui voudraient s'inscrire donc à ces prochains webinars. Donc voilà, les titres, les thématiques se ressemblent, mais vous verrez qu'il y a de grandes nuances. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre dès jeudi prochain et vous inscrire sur Livestorm. On vous remercie de votre présence. Merci encore à Fabrice, Armelle et Marc. À très bientôt. Excellente soirée. Ciao.